Cette histoire s'est déroulée il n'y a pas si longtemps, mais elle a déjà réussi à choquer par sa cruauté et à attirer l'attention sur le problème des mariages interculturels, où l'une des parties est un invité dans un pays étranger et l'autre est, elle, hôtesse de la maison, qui ne s'aperçoit pas toujours des problèmes à venir. La tragédie commence là où tout semblait se dérouler comme dans un conte de fées. Un homme originaire d'un lointain pays africain a rencontré une jeune femme européenne, et des sentiments se sont éveillés entre eux. Les amoureux semblaient prêts à surmonter toutes les frontières et les différences culturelles pour être ensemble. Ils se sont bientôt mariés et sont allés vivre dans le pays d'origine de leur épouse, dans une petite ville chaleureuse où l'air est empli d'odeurs de café et de pâtisserie le matin et où le soir, les rues sont éclairées par le scintillement de lanternes anciennes. Selon les voisins, ils ont vu le couple marcher, se tenir par la main, avoir l'air romantique, se sourire l'un à l'autre. Personne ne pouvait imaginer que c'était ici, parmi les rues pittoresques et les habitants sympathiques, que se déroulerait bientôt un véritable drame, un scénario plein de tragédies, où l'amour se transformerait en une obsession mortelle. L'homme s'appelait Daniel et avait 29 ans. Il a grandi dans un État d'Afrique centrale. Issu d'une famille nombreuse, il a appris très tôt ce que signifie se battre pour survivre, pour obtenir le pain quotidien dans des conditions difficiles. Dès l'enfance, il a rêvé d'une vie meilleure, recevoir une bonne éducation, partir à l'étranger et réussir. À l'âge adulte, le destin semble lui sourire. Il rencontre sur l'Internet une femme européenne avec laquelle il noue une amitié virtuelle qui se transforme peu à peu en romance. Après plusieurs mois de communication en ligne, elle s'est envolée pour son pays d'origine et ils ont passé des moments inoubliables ensemble. La jeune fille est tombée sérieusement amoureuse et Daniel, devant son enthousiasme, a décidé de sauter sur l'occasion de changer son destin et de trouver ce dont il rêvait depuis longtemps. La jeune fille s'appelait Clara et avait 27 ans. Pour son âge, elle avait une carrière dans le marketing. Elle travaillait dans une start-up prometteuse et cherchait constamment à s'épanouir. Gaie et ouverte à la nouveauté, elle aimait voyager et n'avait pas peur de l'expérimentation. Les parents de Clara se méfient d'abord de son engouement soudain pour l'homme qu'elle a vu pour la première fois sur l'écran du moniteur. Mais sa fille les rassure. C'est le grand amour et nous sommes heureux. À son retour de voyage, elle a annoncé qu'elle allait se marier. Pour d'autres, ce fut une surprise. Mais ceux qui connaissaient bien Clara l'ont compris. Elle a toujours vécu selon le principe « je veux, donc je vais réussir ». Et si elle est tombée amoureuse, elle est prête à franchir des étapes décisives. Le mariage, petit et en chambre, a eu lieu au tout début des années 2020. Certains membres de la famille de Clara ne sont pas venus, préoccupés par les restrictions imposées par l'épidémie de l'époque. Les parents de Daniel n'ont pas pu prendre l'avion non plus, et ce mariage s'est déroulé dans une ville européenne froide, au sein d'un petit cercle de personnes proches. Mais les jeunes gens avaient l'air follement heureux, riant et s'embrassant, heureux de commencer un nouveau chapitre de leur vie. Les parents de Clara avaient encore des doutes, mais ils ont essayé de soutenir leur fille. Après tout, l'essentiel est son bien-être et sa joie. Cependant, comme c'est souvent le cas dans de telles alliances interculturelles, la réalité ne coïncide pas toujours avec les visions des contes de fées. Au fil du temps, divers problèmes domestiques et sociaux ont commencé à se manifester de manière plus évidente. Daniel, qui s'est finalement installé dans le pays de sa femme, a rapidement rencontré de nombreux obstacles. Bureaucratie en matière d'emploi, nécessité de légaliser les diplômes. Bien qu'obtenu dans une université africaine, il n'était pas reconnu au même niveau, barrière linguistique importante. De plus, le marché du travail en Europe est souvent fermé à ceux qui ne parlent pas la langue locale, et il faut l'apprendre longuement et difficilement. L'argent qui restait à Clara après le mariage a été dépensé en paperasserie, en avocat et en traducteur. Elle a continué à travailler pour subvenir aux besoins de son mari et de leur ménage. Au cours de la première année de sa vie en Europe, Daniel a essayé sincèrement de surmonter les difficultés. Il a suivi des cours de langue et a cherché un emploi à temps partiel, mais il s'est constamment heurté à la méfiance des employeurs. Ils lui ont dit « Vous n'avez pas l'expérience requise ». Ou encore « Nous ne pouvons pas vérifier vos références à l'étranger ». Il se sentait étranger, abandonné, malgré l'amour de sa femme. Clara a vu qu'il souffrait et a essayé de l'aider. Elle lui a dit que tout s'arrangerait, qu'elle l'aiderait à s'installer, qu'il devrait peut-être retourner à l'école. Mais cela semble injuste à Daniel. Pourquoi devrais-je repartir de zéro alors que je réussissais bien dans mon pays d'origine ? Il est amèrement déçu, car il pensait que s'il s'installait en Europe, toutes les portes s'ouvriraient. Parallèlement, Clara continue de progresser dans sa carrière. Elle est souvent félicitée au travail et commence à percevoir un salaire plus élevé. Réunions incessantes, voyages, travail sur des projets. Daniel voit sa femme rapporter de l'argent à la maison, acheter des vêtements, renouveler les appareils, faire des projets. Et il commençait à regretter de ne pas pouvoir contribuer autant qu'elle au budget général. L'homme pensait que dans la famille, c'était l'homme qui devait gagner plus, être le soutien de famille.
Mais la réalité était différente. Il s'avérait que Clara était celle qui réussissait et qu'il restait inactif, dépendant d'elle. Cela a blessé sa fierté, provoqué de la colère, du ressentiment, un complexe d'infériorité. Au début, il était le seul à connaître ses soucis, et Clara ne faisait que remarquer sa morosité et essayait de le soutenir. « Ne t'inquiète pas, nous avons tout devant nous. » Cependant, lors des séances de conseil aux immigrants, où elle a inscrit son mari, Daniel s'est comporté de manière distante et n'a pas voulu écouter les conseils concernant le travail de coursier ou l'aide dans les centres de bénévolat. Il trouvait cela humiliant. « Je ne suis pas venu ici pour être porteur ou plongeur », disait-il. Peu à peu, leur conte de fées romantiques s'est estompé sous la pression de la réalité. La routine domestique, le manque de travail de Daniel et par conséquent, les désaccords sur l'argent. La femme, épuisée par le fardeau financier et les reproches constants de son mari, arrive de plus en plus tard au travail. Daniel lui reproche de faire passer sa carrière avant sa famille. De petits scandales apparaissent, qui se transforment peu à peu en conflits prolongés. De l'extérieur, il semblait que le couple traversait une crise d'adaptation. Mais en fait, tout était beaucoup plus profond. Il convient de noter que les voisins qui vivaient dans la même entrée entendaient de temps à autre Daniel et Clara se disputer à voix haute. La plupart d'entre eux n'y ont pas prêté attention. Quoi qu'il en soit, tout le monde a des conflits. D'autant plus qu'au début, personne n'a remarqué de signes évidents de violence. Pourtant, très vite, des histoires ont commencé à circuler sur des scandales bruyants dans l'appartement, allant jusqu'à des cris et des claquements de portes violents. Un jour, quelqu'un dans le parking a remarqué que Clara avait un œil au beurre noir, mais elle a répondu en plaisantant qu'elle était tombée sur les marches. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'un des premiers signes d'une violence domestique croissante, dont personne ne s'était sérieusement rendu compte à l'époque. Au début, Clara et Daniel ont essayé de tenir bon. Ils se sont rendus compte que la vie de couple comportait des défis, en particulier lorsqu'il s'agissait de mariages interculturels. Cependant, ces défis étaient plus sérieux qu'ils ne le pensaient. Tout a commencé par de petites choses. Par exemple, Daniel n'a pas pu obtenir d'entretien d'embauche en raison de ses faibles compétences linguistiques ou de son manque de références locales. Et Clara était de plus en plus fatiguée, car la responsabilité financière lui incombait. Elle s'efforce de ne pas faire de reproches à son mari, mais il lui arrive de craquer, insinuant involontairement qu'il n'aide pas. Daniel se sent de plus en plus humilié. Dans ses rêves, il voyait dans le départ pour l'Europe un moyen d'accéder à une vie meilleure. Mais en réalité, il se rendait compte qu'il n'était qu'un homme sans statut, sans relation et même sans spécialité respectée, selon les normes européennes. Dans son pays d'origine, il avait son propre environnement, des amis, même s'il n'était pas toujours fiable, mais au moins un entourage familier. Ici, cependant, il avait l'impression de devoir jouer le rôle d'un petit garçon, à qui l'on donnait de l'argent de poche, tandis que Clara jouait le rôle d'une camarade plus âgée, qui lui expliquait toujours quelque chose et résolvait pour lui les questions les plus simples de la vie de tous les jours. Dans ces moments de franchise, Daniel confie à sa femme qu'il lui est éternellement reconnaissant de son soutien. Mais au fond de lui, il est de plus en plus en colère. Pourquoi dois-je dépendre d'elle? Pourquoi tout ne se passe-t-il pas comme je le souhaite? Au fil du temps, il a commencé à considérer son succès comme une preuve de son propre échec plutôt que comme un motif de fierté. Chaque fois que Clara rentrait du travail les yeux brillants et lui parlait de sa dernière réussite, Daniel faisait semblant d'être heureux, mais au fond de lui, il ressentait une pointe de jalousie et de ressentiment. Pourquoi réussit-elle et pas moi? Se dit-il en regardant ses vêtements de travail, son ordinateur portable flambant neuf, ses amis, des collègues avec lesquels elle prenait parfois un café après le travail. Elle a remarqué sa dépression et a voulu l'aider en lui proposant de suivre des cours supplémentaires. Mais il a refusé. « Je ne veux plus m'asseoir à un bureau. Je suis un adulte, pas un étudiant. » La situation dans leur foyer s'est donc progressivement envenimée, car il ne peut y avoir d'harmonie lorsque l'un a constamment le sentiment de sa propre inutilité et tente d'en rejeter la responsabilité sur l'autre. La première sonnette d'alarme a été tirée lorsque, lors d'un dîner familial, Clara a annoncé avec joie qu'elle avait obtenu une augmentation de salaire. Elle achète une bouteille de vin pour marquer l'occasion et invite son mari à se joindre à la petite fête. Daniel a d'abord souri et félicité sa femme, mais son visage s'est rapidement assombri. Lorsque Clara lui a demandé ce qui n'allait pas, il s'est emporté. « Tu es heureuse de gagner plus d'argent, mais moi, je suis à ta charge. » La dispute a rapidement dégénéré. Elle a tenté d'expliquer que tout était pour leur famille, qu'ils étaient ensemble, et il a hurlé qu'elle se vantait et qu'elle l'humiliait avec ses succès. À un moment donné, il a tapé du poing sur la table si fort qu'il a brisé un verre. Les éclats se sont brisés et Clara a eu peur. C'est la première fois qu'elle voit une véritable rage dans les yeux de son mari. Daniel se leva d'un bond de la table et alla dans la chambre à coucher en claquant la porte. Le lendemain matin,
Il s'est approché de sa femme et s'est excusé pour son accès de colère. Il dit qu'il en a marre de se sentir inutile. Clara a tenté de le rassurer en lui disant « Nous allons nous en sortir ». Cependant, le fait qu'il ait déjà perdu son sang-froid et fait preuve d'agressivité lui a mis la puce à l'oreille. Mais elle a mis cela sur le compte du stress et de l'absence de travail normal de son mari. Au fil des scandales, le degré d'agressivité s'est accru. Clara remarque que Daniel commence à élever la voix, à crier, même pour de petites choses. « Pourquoi n'as-tu pas acheté ma sauce préférée ?» ou « Pourquoi as-tu ramené ces stupides magazines à la maison ?» Elle souffrait de l'entendre l'accuser de tous ces maux, alors qu'elle s'occupait de tout le ménage et des finances. Un soir, alors que la dispute est déjà à son comble, il l'attrape par l'épaule et la secoue violemment en lui criant qu'elle ne l'a jamais compris et qu'elle n'a pas voulu l'aider à trouver un travail. Clara, prise de peur, tente de se dégager et Daniel manque de la faire tomber à terre. En la voyant tomber, il s'est figé une seconde. Il a probablement eu peur de ce qu'il avait fait. Mais elle s'est relevée en larmes et s'est enfuie dans l'allée. Un voisin qui descendait les escaliers à ce moment-là a vu Clara ébouriffée, mais elle s'est contentée de marmonner. « Ça va, je suis juste tombée ». Comme c'est souvent le cas, la victime a gardé le silence sur les violences domestiques, n'osant pas appeler la police ou demander de l'aide à ses amis. Elle pensait qu'il s'agissait d'une crise ponctuelle, que son mari n'était pas comme ça. Elle a dit à une amie que « c'est juste difficile pour lui, nous traversons une crise, mais nous allons nous en sortir ». À un moment donné, Clara a décidé que le principal problème était le manque de travail de Daniel. Elle a commencé à appeler des connaissances et des amis, et a publié son CV sur différents sites web. Elle lui a trouvé plusieurs emplois peu qualifiés pour qu'il puisse au moins commencer à gagner de l'argent et s'adapter à la langue et à l'environnement. Mais lorsque Daniel apprend qu'il s'agit d'un poste de manutentionnaire ou de serveur dans un café, il s'indigne. « Ce n'est pas pour cela que je suis venu ici. Je suis un homme avec un diplôme universitaire. Je pourrais faire quelque chose de plus honorable. » Clara tente de lui expliquer qu'il faut commencer petit, mais il s'énerve encore plus. Elle lui propose alors de poursuivre sa formation, de terminer ses études dans la langue locale, d'obtenir des certificats supplémentaires. Mais il proteste. « J'ai déjà 30 ans, je n'ai pas envie de repasser des années devant un bureau. » En fait, il ne voyait pas de solution acceptable pour lui et rendait sa femme responsable de tout, estimant qu'elle ne l'aidait pas assez ou qu'elle l'aidait de la mauvaise manière. Parallèlement, Clara, qui continue à travailler du matin au soir, constate que les tâches ménagères lui incombent entièrement. Daniel pouvait rester devant la télévision ou l'ordinateur toute la journée, naviguer sur des sites web, sans pour autant se lancer dans la recherche d'un véritable emploi. Cela a donné lieu à de nouveaux scandales. Elle se fatiguait et commençait à lui demander « Pourquoi n'aides-tu pas à faire le ménage ou la cuisine ?» Il lui répond que ce sont des « choses de femme » et que cela le choque. « Je ne suis pas une femme au foyer ». Ce cercle vicieux de récrimination mutuelle les enfonce de plus en plus. Clara pleure la nuit, sans se rendre compte de ce qu'elle fait de mal. Elle se dit que si elle partait, elle trahirait l'homme qui était venu pour elle à l'autre bout du monde. D'ailleurs, elle l'aimait encore, ou du moins la version de lui qu'elle avait été, attentionnée et douce. Mais la réalité est déjà différente. Daniel, aigri et dépressif, ne voit dans sa femme que la source de ses problèmes. Environ 1 an après le mariage, Daniel a commencé à piquer des crises de colère. Il commence à remarquer chaque petite chose qui, selon lui, signifie que Clara le néglige. Si elle a une demi-heure de retard au travail, il l'accueille sur le pas de la porte en lui disant « Pourquoi es-tu en retard ? Avec qui étais-tu » Si elle était distraite par les médias sociaux, il exigeait de voir son téléphone, la soupçonnant de la tromper ou de comploter dans son dos. Elle devait se justifier et s'expliquer en permanence, même si elle n'avait rien fait de mal. L'un des épisodes les plus difficiles pour elle a été celui où Daniel s'est moqué de sa passion pour la course à pied. Clara avait l'habitude de courir dans le parc le matin, ce qui l'aidait à se maintenir en forme et à évacuer ses pensées. Mais son mari a déclaré qu'elle voulait attirer l'attention d'autres hommes et a commencé à lui interdire de faire du jogging, la harcelant pour savoir pourquoi elle devait porter ses collants de sport. Clara a tenté de faire valoir son droit à la vie privée, mais elle s'est heurtée à la rage et au scandale. Elle finit par arrêter de courir pour éviter les tempêtes de négativité. Peu à peu, il a envahi tout son espace personnel. Il contrôlait ses fréquentations, ses déplacements, l'heure à laquelle elle rentrait. Si leur amour était autrefois réciproque, il s'est transformé en un diktat rigide. Pourtant, Clara est restée silencieuse et n'a même pas parlé de son problème à ses amis proches. Ils ont vu qu'elle se repliait sur elle-même et devenait triste, mais elle plaisantait en disant que c'était juste beaucoup de travail. En réalité, elle vivait comme un baril de poudre, craignant que la moindre petite chose ne provoque une nouvelle crise de colère chez son mari.
Si, auparavant, il se contentait de crier, de pousser, de prononcer des paroles acerbes, à un moment donné, vers la fin de la 2e année de leur vie commune, un incident s'est produit, à la suite duquel Clara a sérieusement envisagé de s'enfuir. Elle est rentrée fatiguée du travail, a posé son sac sur la table et a dit qu'elle allait prendre une douche. Daniel a vu le nouveau rouge à lèvres dans sa trousse de maquillage et a commencé à poser des questions. « Pourquoi veux-tu cela ? Pour qui veux-tu être belle ? Pas pour moi. » Elle tente d'expliquer qu'elle veut parfois se faire plaisir, mais cela ne fait qu'alimenter ses soupçons. Mot après mot, il s'est jeté sur elle, a arraché le rouge à lèvres et l'a jeté contre le mur. Clara a crié, disant qu'il n'avait pas le droit de se comporter ainsi. Puis il l'a attrapée par les cheveux et l'a traînée de force sur le canapé. Elle s'est défendue en pleurant, mais c'était comme s'il était pris d'un accès de rage sauvage. À ce moment-là, elle a paniqué, pensant « Va-t-il me tuer ?» Puis, comme s'il avait repris ses esprits, il la lâcha, renversant au passage la lampe de table. La pièce est éclairée par un crépuscule inquiétant. Clara est restée assise par terre, en état de choc. Pendant les 24 heures qui ont suivi, ils se sont à peine parlé. Il ne s'est même pas excusé. Il s'est contenté de s'écarter comme si c'était de sa faute. Clara s'est cachée dans la salle de bain, appliquant de la glace sur ses écorchures. Elle se rend compte qu'il ne s'agit plus d'une simple bagarre, mais d'une véritable violence. Elle pense au divorce et à la manière dont elle pourrait se défendre. Mais la peur, la honte et l'espoir encore vivace d'une réconciliation l'ont empêchée de se décider. Dans une telle situation, il arrive souvent qu'une victime de violences domestiques hésite entre « je n'en peux plus » et peut-être que les choses vont s'arranger. Clara a donc choisi cette dernière option. Elle a décidé d'en parler à son mari, mais celui-ci l'a repoussé. « Je ne suis pas d'humeur. Si tu n'aimes pas quelque chose, va-t'en. » Ces mots sonnaient comme un défi, mais elle n'a pas fait ses valises. L'idée même de devoir tout expliquer à ses parents, de réorganiser sa vie, l'effraie. De plus, il y a des questions juridiques. Ils sont officiellement mariés et il est étranger. Peut-il être expulsé ? Et s'il était expulsé, serait-il en danger là-bas ? Toutes ces questions tourbillonnaient dans son esprit et ont peut-être stimulé sa patience. Peu de temps après cette flambée de violence, les voisins se sont mis à parler de quelque chose d'étrange qui se passait dans l'appartement du 3e étage. Certains ont entendu des cris mais ne savaient pas s'il fallait appeler la police. Ils craignaient de s'immiscer dans la vie familiale d'autrui. Une femme âgée d'un immeuble voisin a admis plus tard aux enquêteurs qu'elle avait voulu appeler à plusieurs reprises un service d'aide aux femmes confrontées à la violence domestique, mais qu'elle avait hésité en se disant « peut-être que ça va s'arranger ». Peu après la première agression flagrante de Daniel sur Clara, c'est l'heure du traditionnel repas de famille chez les parents de sa femme. Clara aimait généralement ces réunions. Ses parents vivaient dans une maison de campagne avec un jardin, où l'atmosphère était toujours cordiale. Ils appelaient leur gendre « Danny », pour montrer qu'ils lui souhaitaient la bienvenue dans la famille. Pour Daniel, cependant, ces visites étaient gênantes. Il se sentait comme un étranger et il ne pouvait pas comprendre beaucoup de conversations à cause de la barrière de la langue. En outre, il était contrarié par le fait que la famille de Clara s'intéressait activement aux questions suivantes. Comment va-t-il dans son travail ? Cette fois-ci, Clara n'avait pas très envie d'y aller, car son corps portait encore les marques du conflit passé, des écorchures sur son bras et un léger hématome au-dessus de son sourcil. Mais ses parents l'attendent et elle ne trouve aucune excuse pour ne pas y aller. Le jour du déjeuner, Clara tente de tout camoufler avec du fond de teint et un large foulard. Daniel voit ses efforts et se rend compte qu'elles font comme si rien ne s'était passé. Cela ne fait que l'agacer davantage. Pourquoi dois-je vivre dans le mensonge ? S'insinue dans ses pensées, alors que c'est lui qui est à l'origine de ses blessures. Le déjeuner se passe dans la tension. Lisbeth, la mère de Clara, tente de parler à son gendre, de lui offrir un gâteau et de l'interroger sur ses projets. Mais Daniel répond brièvement et regarde le sol. Alfred, le père de Clara, n'apprécie pas cette situation et remarque le comportement maussade de son gendre et la dépression de sa fille. Après le dessert, il invite Daniel à une petite promenade, soi-disant pour voir la nouvelle grille. En réalité, son père voulait avoir une discussion d'homme à homme avec lui. Ils sortent dans le jardin. Alfred lui demande sans ambages « Daniel, est-ce que Clara et toi avez un problème ?» Il détourne le regard et marmonne quelque chose comme « Rien ne va plus, juste du stress, des difficultés au travail. » Alfred remarque une légère nervosité. Peut-être voulait-il dire à son gendre que s'il avait besoin d'aide, la famille était là pour le soutenir. Mais Daniel répliqua « Je vais m'en occuper moi-même. » Voyant que la conversation n'allait pas bon train, Alfred n'insista pas, même s'il se sentait mal à l'aise intérieurement. De retour à la maison, Clara semble soulagée de voir que tout s'est déroulé sans scandale.
Sur le chemin du retour, un silence glacial s'installe entre les deux époux. Clara sent bien que Daniel est irrité par les questions de sa famille. Mais elle ne demande rien, de peur de provoquer un nouvel accès de colère. En fait, ce silence n'était que le calme qui précédait un nouveau cycle de discorde. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, Daniel s'est soudain mis à insulter la famille de Clara. « Tes parents me méprisent. Ils pensent que je suis un raté. » Elle tente d'objecter qu'ils sont inquiets et qu'ils veulent l'aider, mais il ne veut rien entendre. En l'espace de quelques minutes, la tension s'est transformée en une énorme dispute. Daniel a commencé à s'agiter dans l'appartement, reprochant à sa femme de trop en dire à ses parents et de lui donner une mauvaise image. Clara tente de le calmer en lui expliquant qu'elle n'a rien fait de tel. Mais il ne la croit pas, voyant tous les indices, complots et humiliations autour de lui. Il finit par prendre le dossier contenant ses documents de travail sur le bureau et l'éparpille dans la pièce, furieux. Clara, tremblante de peur, a essayé de tout remettre en ordre, mais il a repoussé sa main et a crié « Laisse tomber. Tu t'intéresses plus à ton travail qu'à moi. » Les yeux de Daniel ont la même lueur de colère que les fois précédentes où il s'est montré agressif. Clara n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle resta assise dans la cuisine, essayant de comprendre ce qu'elle devait faire. Pour la première fois, l'idée du divorce s'est imposée à elle. « Je ne peux pas vivre comme ça, il me fera du mal ou me tuera un jour », se dit-elle. Mais elle s'est ensuite demandé comment procéder légalement. Après tout, Daniel est un étranger, qui dépend en partie de son statut. Et si elle demandait le divorce, pourrait-il perdre son droit de rester? Pourrait-il alors exercer des représailles? Ou pire, se retrouver dans une situation terrible s'il est expulsé? L'esprit de Clara était tout mélangé. Pitié pour lui, peur pour sa vie, honte pour ses parents, culpabilité de voir son mariage s'effondrer. Et toute victime de violences domestiques éprouve souvent des sentiments contradictoires, hésitant à prendre des mesures radicales. Finalement, elle a repoussé la décision en se disant « Je nous donnerai une autre chance ». Mais intérieurement, elle se rend compte qu'elle vit sur un volcan. Le lendemain, Clara décide de partager avec une amie proche qu'elle n'a pas vue depuis des mois. Elles se sont retrouvées dans un café à l'autre bout de la ville pour que Daniel n'en sache rien. Clara raconte les scandales, que son mari a commencé à utiliser la force. L'amie est choquée. Elle propose immédiatement « Laisse-moi t'aider à trouver un endroit où vivre. Tu peux rester avec moi temporairement. » Mais Clara hésite. « Si je pars soudainement, il deviendra fou de rage. Il pourrait venir chez toi et se battre avec toi. » Son amie lui a promis de la protéger et lui a dit qu'elle pouvait appeler un centre de crise pour femmes, qui s'occuperait de tout de manière anonyme. Cependant, Clara craint de ne pas avoir assez d'argent pour louer un nouvel appartement et rembourser le prêt de celui qu'elle habite actuellement. De plus, le bureau se trouve à côté de l'ancien logement et elle doit croiser Daniel tous les jours. Néanmoins, un ami lui a donné les contacts d'une clinique juridique gratuite et d'un centre d'accueil pour les victimes de violences domestiques. Notez-les, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais laissez-les exister, lui a-t-elle dit. Clara a tout enregistré sur son téléphone. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Daniel semblait d'humeur détendue, ce qui lui a même rappelé les moments où ils étaient heureux. Il lui demande comment s'est passée la réunion et elle lui répond qu'elle était au bureau, en train de régler des problèmes professionnels. Elle était amère de mentir à son mari, mais elle n'avait pas le choix. Paradoxalement, une semaine après cette histoire, Daniel a soudainement offert à sa femme un nouveau départ. Il lui a dit qu'il comprenait ses torts, qu'il était prêt à changer de comportement et à se ressaisir. Il a expliqué qu'il avait été en contact avec un ami de son pays d'origine, via Internet, qui lui avait rappelé qu'il ne devait pas traiter sa famille de cette manière. Clara, fatiguée de cette hostilité constante, a décidé de lui donner une chance. Ils sont allés tous les deux dans un restaurant où ils avaient fêté l'anniversaire de leur rencontre, ont marché le soir dans les rues, se tenant la main comme au bon vieux temps. Clara ressent un léger espoir. Et s'il pouvait vraiment changer? L'euphorie ne dure que quelques jours. Daniel n'a toujours pas trouvé d'emploi, et lorsqu'il consulte son courrier, il voit un nouveau refus d'embauche et retombe dans le désespoir. Au milieu de cette frustration, la moindre petite chose, la mauvaise sauce, l'odeur de la nourriture pour chat qu'il n'aimait pas, provoquait à nouveau des explosions de colère. Clara se rend compte que la bonne période a suffi pour exactement 2 jours. La tentative la plus sérieuse de Clara pour échapper à son mari a eu lieu au début de l'automne. L'autre jour, elle s'est disputée très violemment parce qu'elle n'avait pas acheté les produits d'épicerie qu'il voulait. Daniel, furieux, lui a alors lancé un smartphone à la figure. Le coup l'a touché à l'épaule et le téléphone est tombé par terre avec fracas. Clara est étourdie, mais n'est heureusement pas gravement blessée. Bientôt,
Son mari est sorti de l'appartement pour se rafraîchir et faire une promenade. Pendant qu'il était parti, elle s'est empressée de préparer un sac avec ses documents et quelques vêtements, a appelé un taxi et est partie chez l'ami qu'elle avait mentionné plus tôt. Après avoir passé la nuit chez elle, Clara s'est mise à sangloter en disant qu'elle n'en pouvait plus. L'amie a immédiatement appelé les numéros qu'elle avait en sa possession. Centre de crise, conseil. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à accueillir la femme, à lui apporter un soutien psychologique et juridique. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'une chance de libération. Mais lorsque Clara commence à regarder la vie sobrement le matin, elle est à nouveau saisie par le doute. Tous ses biens, meubles, documents pour l'appartement où il vivait et autres obligations ont été laissés dans l'appartement. Elle craignait que Daniel ne détruise ses affaires ou ne la harcèle. Elle a également dû s'absenter de son travail, car elle ne pouvait pas rester éternellement chez son ami. Et surtout, elle ressentait à nouveau de la culpabilité et de la pitié pour lui. Et s'il est expulsé? Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait dire à Daniel, si elle allait partir pour de bon ou juste pour un temps. Et puis, la nuit, elle a reçu des messages de son numéro de téléphone. Où elle était, pourquoi elle avait disparu, reviens, je deviens folle, je t'aime. Puis il a commencé à l'appeler, lui disant qu'il s'excusait, qu'il ne recommencerait plus. En larmes, il l'a supplié de lui donner une dernière chance. Clara, avec des sentiments mitigés, a finalement répondu. Un jour plus tard, elle est rentrée chez elle, espérant qu'il s'agissait d'une erreur de jugement ponctuel de son mari et qu'il reviendrait à la raison. Lorsque son amie apprend qu'elle est retournée avec lui, elle est très contrariée et l'avertit qu'elle risque d'avoir des ennuis. Mais Clara s'est contentée de balayer l'affaire d'un revers de main. Il est juste désespéré, nous allons essayer d'arranger les choses. Malheureusement, elle n'a pas eu la force de briser le cercle vicieux. Et Daniel, en voyant sa femme faire à nouveau des concessions, a compris que ses menaces et ses ruses fonctionnaient. Après son retour, l'atmosphère dans la maison est tendue, mais extérieurement plus calme qu'auparavant. Plusieurs semaines s'écoulent sans qu'aucun scandale majeur ne se produise. Clara travaillait de plus en plus tard, parfois délibérément, pour passer moins de temps à la maison, et Daniel s'enfonçait dans son oisiveté renfrognée. Il dit qu'il cherche du travail, mais rien n'y fait. De temps en temps, il accepte des petits boulots, comme la livraison de repas, mais il y renonce sous prétexte que « c'est trop dur, je suis diplômé ». Le sexe a pratiquement disparu de leur relation. Clara avait peur de le toucher, ne voulant pas provoquer sa colère. Quant à lui, il pensait que sa femme ne voulait pas de lui comme homme, précisément parce qu'elle était trop bien pour lui. Parfois, il commençait à lui reprocher d'être froide ou de ne pas faire attention à lui, mais cela n'allait jamais jusqu'à la violence. Pendant quelques mois, au moins, les choses se sont tassées. Clara a même failli croire qu'ils étaient passés à un stade où ils vivaient une vie routinière, sans passion, mais sans violence non plus. Ce n'était en fait qu'une accalmie. Cela faisait plus de 2 ans que Daniel avait emménagé avec Clara. Leur relation continue de se détériorer. Bien qu'ils aient récemment traversé une période de calme, sans scandale violent, la tension sous-jacente ne fait que croître. Clara songe de plus en plus à repartir. Elle envisage sérieusement d'aller vivre chez une amie ou même de retourner chez ses parents, qui l'invitent toujours au dîner de famille, devinant les problèmes mais n'en connaissant pas la profondeur. Un soir de semaine, Clara rentre chez elle plus tard que d'habitude. Elle a été retardée au travail à cause d'une présentation finale et pour ne pas être pressée, elle est allée dîner avec ses collègues. Daniel est assis dans son appartement, serrant une nouvelle lettre de refus. Cet article est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de ses frustrations. Combien de temps encore vais-je pouvoir supporter ? Se disait-il dans sa tête. Voyant que Clara n'était pas là, il s'est mis à imaginer des scénarios où elle s'amusait avec d'autres hommes, l'humiliait, etc. Lorsqu'elle s'est présentée sur le pas de sa porte vers 10 heures ce soir-là, il l'a accueillie avec un regard calme et tendu. Clara a tout de suite senti quelque chose de désagréable. Elle lui dit bonjour, mais Daniel lui demande froidement « Où étais-tu » ? « Où étais-tu » ? Elle lui répond honnêtement qu'elle est sortie tard et qu'elle a dîné avec des collègues. Avec des collègues ou un seul ? Il y avait de l'incrédulité dans sa voix. Commençant à se déshabiller, elle tente de répondre calmement, mais ses entrailles picotent déjà. L'odeur d'alcool de Daniel ajoute à son anxiété. Elle se dirigea vers la cuisine et vit que la table était vide et qu'il y avait une montagne de vaisselle non ramassée dans l'évier. Laissant son sac derrière elle, elle se tourna vers son mari. « Écoute, on en parlera demain, je suis très fatiguée. » Mais il coupe court à la conversation. « Non, parlons-en maintenant. Tu es encore en train de faire de la lèche à ton patron ? Tu crois que je ne comprends pas pourquoi tu essaies ? Pour avoir l'air mieux que moi ?» Ses yeux brûlent de rancéure et de colère.
Clara comprit qu'elle serait à nouveau dans le collimateur de ses accusations. Elle se dirigea vers le salon, dans l'intention d'éviter de continuer, mais il la suivit. La table basse contenait des journaux frais et du courrier. Parmi les lettres, Clara remarqua le même refus de Daniel pour le poste vacant. Elle comprenait maintenant pourquoi il était dans un tel état. Elle essaya d'adoucir son ton. « Je suis désolée que ça n'ait pas marché pour vous. Peut-être devriez-vous vous adresser à un autre recruteur ou revoir votre CV. » Mais ces mots sonnaient comme une raillerie pour lui. Il a saisi l'enveloppe, l'a froissée et l'a jetée par terre. « Vous voulez que je me sente inutile ? Tu veux que je sois ton garçon de course ?» Elle a rétorqué. « Allons, je n'ai fait que proposer mon aide. » Alors il a crié. « Tu peux prendre ton aide. » Et a poussé du pied la table basse, la renversant. Des journaux et des lettres s'éparpillent sur le sol. Clara recula, se plaquant contre le mur. L'anxiété montait en elle. Daniel se tenait en face d'elle, continuant à crier des accusations, qu'elle l'avait vendue, qu'elle lui avait volé sa virilité. Soudain, il lui saisit l'avant-bras, avec une telle force qu'elle pousse un cri de douleur. « Lâchez-la !» s'écrie Clara, essayant de se libérer. Mais il ne l'a pas écoutée. Au contraire, il a serré son bras plus fort. Dans la seconde qui suivit, comme l'enquête le montrera plus tard, il se passa quelque chose qu'on ne pouvait plus arrêter. Clara, pour se défendre, l'a automatiquement frappé avec un dossier contenant des papiers, qui se trouvait à côté d'elle sur la commode. Elle lui a donné un faible coup sur l'épaule, mais cela a été comme un déclencheur pour lui. Dans un accès de rage, il lui a asséné un coup de poing sur le côté, puis l'a saisie à la gorge. Elle a reculé, mais Daniel a continué, plaquant sa femme contre le mur et l'étouffant d'une main. De l'autre main, il lui tordit le poignet. Clara a tenté de résister en lui donnant un coup de poing, mais il était physiquement plus fort qu'elle. À ce moment-là, haletante, elle murmura en suppliant « Arrêtez, s'il vous plaît ». Mais ses yeux étaient pleins de folie. Serrant sa gorge, il murmura « Je te déteste. Tu as gâché ma vie ». Ses forces fondaient, l'air ne rentrait plus, ses poumons brûlaient, sa tête bourdonnait à cause du manque d'oxygène. Au bout de quelques minutes, qui lui parurent une éternité, elle s'arrêta de bouger. Le corps de Clara est devenu mou et a glissé le long du mur. Il continua à lui serrer le cou jusqu'à ce qu'elle ne montre plus aucun signe de vie. Réveillé par cette folie, Daniel l'a brusquement lâchée. Le corps de sa femme tomba sur le sol, la tête ridiculement penchée en arrière. Ses yeux sont fermés, ses lèvres bleues. Le silence dans l'appartement semble assourdissant. Daniel tente de tâter le pouls, la secoue par les épaules, mais en vain. Réalisant ce qu'il avait fait, il se serra la tête et gémit. L'adrénaline faisait rage dans ses veines et son cerveau se précipitait pour trouver un moyen de s'en sortir. Elle est morte, réalisa-t-il. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Paniqué, Daniel commence à regarder autour de lui. Une idée lui vient à l'esprit. Il faut faire croire à un accident. Il se souvenait que son voisin se plaignait que leur maison avait un sol mouillé dans l'entrée ou une autre petite chose. Mais à quoi pouvait-il bien penser à l'intérieur de l'appartement? Confus, il s'approcha du corps, se demandant comment il pourrait simuler une chute. Il aurait pu dire qu'elle était tombée dans les escaliers ou qu'elle avait glissé dans la salle de bain. Mais il n'y avait aucune blessure visible sur la tête de la victime, et les ecchymoses sur son cou suggéraient une strangulation. Il a alors eu une autre idée. « Je vais essayer de la déplacer dans la baignoire, en disant qu'elle s'est noyée ou qu'elle a glissé. » Mais là encore, les ecchymoses au niveau du cou indiquent qu'il s'agit d'une strangulation. Peu de gens croiraient qu'il s'agit d'une simple chute. Pendant plusieurs minutes, il tourne en rond dans l'appartement. À un moment donné, il a failli décider d'appeler une ambulance et de dire qu'il s'agissait d'une sorte d'évanouissement. Mais il s'est rendu compte que les médecins découvriraient rapidement des signes de strangulation et que tout deviendrait clair. En désespoir de cause, Daniel décide de cacher le corps. Il saisit une nappe sur la table et tente d'envelopper Clara, mais se rend compte que ses jambes et ses bras sont trop visibles. En même temps, il s'inquiète. Où vais-je mettre le corps? Il n'y a pas de grande valise ni d'autres moyens de transport dans l'appartement. Et il était impensable de quitter la maison avec un cadavre devant les voisins. C'est alors qu'il a entendu des bruits dans le couloir. L'un des locataires montait les escaliers. Il se rend compte, le cœur serré, qu'il n'a pas le temps de faire des préparatifs minutieux. Finalement démoralisé, il appelle tout de même les secours, mais en inventant une histoire. « Ma femme respire mal, elle s'est évanouie, venez vite !» Paniqué, il se demande s'il peut convaincre les médecins qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Il écarte rapidement la nappe et pose le corps de Clara sur le canapé, comme si elle était allongée là.
Il essaie de lui ébouriffer les cheveux pour faire croire qu'il est en train de la réanimer. Mais il y avait déjà de nettes marques sombres sur son cou. L'équipe d'ambulanciers est arrivée 15 minutes plus tard. L'ambulancier est entré et a immédiatement constaté qu'il n'y avait pas de pouls et que le corps commençait à se refroidir. Daniel raconte confusément que « elle est tombée » et que « j'ai essayé de l'aider ». Mais les médecins ont remarqué des taches étranges sur son cou, ainsi que des ecchymoses. L'un d'eux appelle la police, signe de mort violente. La police arrive rapidement. Une inspection visuelle montre que Clara a probablement été étranglée. Daniel essaie encore de marmonner qu'il n'a rien fait, qu'il a juste trouvé allongé, mais il ne peut pas expliquer clairement pourquoi il y a des marques sur son cou. Lorsque l'enquêteur lui a demandé de montrer la pièce où tout s'était passé, ils ont trouvé une table renversée, des papiers éparpillés et une empreinte sombre sur le mur qui ressemblait à la forme d'une tête ou d'une épaule. La peinture suggère une lutte. Daniel a été arrêté sur le champ en tant que principal suspect. Il a commencé à crier son innocence, que c'était un accident, et a accusé la police de le considérer comme un étranger. Mais les forces de l'ordre avaient déjà une idée claire. Il semblait y avoir eu un conflit dans l'appartement qui avait dégénéré en meurtre. La nouvelle de la tragédie s'est rapidement répandue dans la maison. Les voisins qui ont vu le corps de Clara être emporté et les policiers emmener Daniel menotté ont été choqués. Beaucoup ont admis qu'ils avaient entendu leurs fréquentes disputes, mais qu'ils ne pensaient pas qu'ils en arriveraient au meurtre. Un couple de personnes âgées vivant à l'étage inférieur a admis « Nous voulions appeler la police, mais nous hésitions parce qu'il s'agissait d'une affaire de famille. » Aujourd'hui, ils regrettent amèrement leur inaction. L'ami de Clara, qui était déjà au courant des coups incessants, hurlait de désespoir, se maudissant de ne pas avoir réussi à la persuader de s'enfuir définitivement. Les parents de Clara sont au bord du choc lorsqu'ils apprennent ce qui s'est passé. Pendant longtemps, ils n'ont pas pu croire que leur fille avait disparu. Sa mère ne cessait de répéter « Je savais qu'elle était malade, mais je ne pensais pas que Daniel était capable de la tuer. » Les experts médico-légaux ont soigneusement examiné la scène de crime, pris des photos, prélevé des échantillons à l'endroit de la strangulation présumée sur le mur, prélevé les vêtements de Clara et de Daniel pour les examiner. Le médecin légiste qui a examiné le corps de Clara a déclaré que la cause du décès était l'asphyxie et qu'il y avait de nombreuses ecchymoses sur son corps, indiquant une lutte. Il y avait également d'anciennes ecchymoses qui n'avaient pas encore cicatrisé, ce qui indiquait une violence systématique. Cela a conduit l'enquête à penser que Clara aurait pu souffrir de coups depuis longtemps. Lors de l'interrogatoire, Daniel a d'abord insisté sur les versions de la chute et de la strangulation accidentelle, affirmant qu'il essayait de la ranimer en lui massant le cou. Mais les preuves contredisent ses propos. L'ami de Clara a rapidement témoigné que la victime s'était plainte d'avoir été maltraitée. Les voisins ont également confirmé qu'ils avaient entendu des disputes et des cris incessants. Tout indique qu'il s'agit d'un meurtre prémédité, motivé par un conflit familial. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont trouvé d'autres preuves. Le téléphone de Clara a révélé une correspondance avec un bureau d'aide juridique et avec son amie, dans laquelle elle décrivait sa crainte d'une éventuelle agression de son mari et son intention de partir. Il s'agit là d'un point essentiel pour le procureur. La défunte avait un motif pour divorcer et Daniel avait un motif pour l'en empêcher, perdant le contrôle de sa femme et considérant cela comme l'échec ultime de sa vie en Europe. Dès la deuxième semaine d'interrogatoire, lorsque les détectives lui ont présenté toutes les preuves, Daniel a compris qu'il était inutile de nier l'évidence. Il a commencé à changer sa version, affirmant qu'il voulait juste lui faire peur, qu'il en avait trop fait, qu'il n'avait pas calculé ses forces. Il a insinué que sa femme l'avait provoqué, que c'était de l'affect. Mais les faits recueillis ont montré le caractère intentionnel des actes. Il a délibérément serré la gorge de sa femme et ne l'a pas lâchée malgré sa résistance. Le procureur a qualifié l'affaire de « meurtre avec préméditation ». Une audience préliminaire s'est rapidement tenue, au cours de laquelle Daniel a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Le sujet a rapidement trouvé un écho dans les médias. Un Africain tue sa femme européenne après avoir échoué à trouver un emploi et à s'intégrer. Les titres des journaux étaient pleins, débouchant souvent sur une discussion de la question nationale. Cependant, les militants des droits de l'homme ont souligné qu'il ne s'agissait pas d'une question de nationalité, mais de violences domestiques et de cruauté, qui peuvent se produire dans n'importe quel environnement. Le procès s'est ouvert environ 6 mois après la tragédie. Les parents de Clara et son ami de confiance ont assisté à l'audience. L'accusation a présenté des photos de la scène de crime, des résultats médico-légaux et des preuves de coups multiples. L'avocat de Daniel a tenté de prouver que les faits s'étaient produits dans un état d'affect, car l'accusé se sentait poussé, humilié, privé d'opportunités. Mais le procureur s'y est opposé vigoureusement,
L'affect suggère une explosion soudaine, alors qu'en l'espèce, il y avait une longue histoire de violence et de contrôle, ce qui indique que les actes étaient conscients. Daniel lui-même s'est à nouveau plaint dans son témoignage de conditions de vie injustes, de racisme, du fait que sa femme s'obstinait à faire avancer sa carrière sans lui donner sa chance. Cependant, le tribunal a considéré ces plaintes non pas comme une justification du meurtre, mais comme une preuve indirecte de sa jalousie et de son agressivité à l'égard de Clara. Lorsque le juge a lu les résultats de l'examen médico-légal, mentionnant des marques de strangulation et d'anciennes ecchymoses, de nombreuses personnes dans l'assistance n'ont pu retenir leurs larmes. La mère de Clara a témoigné, confirmant que sa fille semblait effrayée depuis 6 mois et qu'elle avait même évoqué des violences à plusieurs reprises, mais qu'elle était réticente à donner des détails. Le père s'est souvenu avoir invité Daniel à se promener pendant la visite et avoir essayé d'établir un contact, mais il était fermé et clairement agressif. Un ami de la femme assassinée a fourni à la cour une correspondance dans laquelle Clara avouait avoir craint pour sa vie. Après des semaines de délibération, le jury et le juge ont conclu que le meurtre avait été commis avec une intention directe lors d'un accès de rage, mais que la rage n'avait pas été soudaine, mais s'était accumulée sur une longue période de violence. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un meurtre qualifié. Lors de la détermination de la peine, le juge a noté que Daniel terrorisait sa femme depuis longtemps et qu'il aurait pu éviter la tragédie s'il avait accepté de l'aide ou s'il s'était éloigné. Cependant, il a choisi la voie de la force, voulant conserver son pouvoir. Comme il s'agissait d'un meurtre brutal sans circonstances atténuantes, la peine a été sévère, 24 ans de prison. La sentence précise que l'accusé a systématiquement fait subir à sa femme des violences physiques et psychologiques qui ont finalement entraîné sa mort. Il est également noté qu'il a tenté de mettre en scène un accident et qu'il a délibérément induit l'enquête en erreur. Après sa condamnation, Daniel est resté en prison. Les parents de Clara ont décidé de déménager dans un autre quartier pour ne pas avoir à voir tous les jours la maison où leur fille est morte. L'appartement de Clara, qui était enregistré à son nom et en partie au nom de sa mère, a finalement été vendu. Après le choc, son ami a lancé un blog sur la violence domestique, exhortant les femmes à ne pas rester silencieuses face aux menaces. Un article sur la violence domestique mentionnait que, dans la plupart des cas, la tragédie peut être évitée si l'on intervient à temps. L'histoire de Clara est un exemple clair de la façon dont les illusions et la peur peuvent maintenir la victime près de l'agresseur, même lorsque la situation est extrêmement dangereuse. C'est ainsi qu'a pris fin la vie d'une jeune femme qui croyait sincèrement que l'amour pouvait surmonter toutes les différences et toutes les difficultés. Mais la collision entre sa nature ouverte et le ressentiment de son mari, qui ne se retrouvait pas dans un nouveau pays, s'est soldée par une tragédie. La société a tiré des conclusions, tandis que ses proches ont continué à vivre avec le sentiment d'une perte irréparable et des questions éternelles. Et si nous avions pu la sauver ?